Sous un ciel étoilé, les fervents disciples d'H.S. continuent de scander son nom à l'unisson. Alors qu'ils continuent de vénérer le jeune homme assis sur son trône, ils n'ont pas remarqué que derrière son expression froide et sévère, il paniquait déjà intérieurement. Il y a quelques heures à peine, il faisait une nuit blanche dans son entreprise de jeux mobiles. Essayant de garder son sang-froid, il se demande où il se trouve car les gens ne parlent pas chinois. Mais il arrive à les comprendre d'une manière ou d'une autre après avoir essayé de donner un sens à ce qui se passe. Le jeune homme en a conclu qu'il a transmigré, il essaie de sentir son nouveau corps. Et il est stupéfait de pouvoir le bouger comme s'il lui allait parfaitement. Il se rend également compte qu'il a le même prénom que le corps qu'il occupe maintenant et se demande si c'est la raison pour laquelle il a transmigré. Cependant, il y a un seul problème, il ne se souvient d'aucun des souvenirs d'H. D'après ses observations, il doit être quelqu'un de sain et les gens le vénèrent, il ne doit pas faire de faux pas et se sent nerveux. Car il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire ensuite. Il regarde alors les disciples d'H.S. comme s'ils attendaient qu'ils disent quelque chose, il se dit que les disciples ne l'écouteront pas même s'il essaie d'expliquer qu'il est aussi une victime. Et qu'ils le puniront probablement. À ce moment-là, les disciples poursuivent leur incantation invoquant le grand H.S. Différentes teintes de lumière se rassemblent autour d'H. Alors que sa secte continue d'invoquer son nom sacré qui sauvera leur monde. Soudain il s'agenouille. Et reçoit des bénédictions de différents êtres. Le Seigneur du milliard de lumière et le maître de la bataille. Du courage et de l'honneur lui accorde une force inégalée, le souverain de la neige, de la pluie et du destin. Et le maître de la sagesse et du destin lui accorde l'ange de la sagesse. Pendant ce temps, le maître de l'égalité et du partage lui accorde l'ange de la santé éternelle. Enfin, le maître de la fantaisie, de l'amour et de la joie lui accorde un charme inégalé. Le pouvoir infini qu'il reçoit commence à déferler en lui. Il se rend compte que ce n'est pas si mal après tout d'avoir été transmigré dans un autre monde en tant que héros. Pour lui, cela commence à être une bénédiction. Car il est réellement devenu un héros choisi par 4 dieux et vénéré par d'innombrables disciples. Bientôt il sauvera le monde des monstres et épousera une belle princesse. Sa rêverie est interrompue lorsque ses partisans l'avertissent que les chasseurs fous ont déjà trouvé leur repère. Et que tout dépend maintenant de lui pour leur survie. Il a alors un sourire narquois en entendant le nom de leurs ennemis. Clairement, ce sont eux les méchants. Comme leur nom l'indique, il dégaine son épée et dit à ses disciples de lui montrer le chemin pour qu'ils puissent en finir avec les ennemis. Soudain, un groupe de magnifiques chevaliers envahit les lieux, provoquant H en duel. H sent la montée en puissance en lui offerte par les bénédictions des dieux. Il essaie différents mouvements et pouvoirs qu'il a obtenus des êtres divins et réfléchit au nom de sa technique. Mais il se retient car il veut rester discret. Il balance son épée et est stupéfait par l'aura de l'épée qui fend l'espace. Cependant, les chasseurs ripostent d'une manière beaucoup plus puissante, blessant mortellement la plupart des partisans d'H. H est plus que stupéfait alors qu'il est projeté en l'air par l'attaque du chasseur. Réalisant qu'il n'est rien comparé à ses ennemis malgré les bénédictions des 4 dieux. Surpris par ce qui vient de se passer, H réalise qu'il a agi de manière imprudente. Alors qu'il n'est qu'un gars ordinaire réincarné d'un autre monde. Et qui ne connaît rien au monde actuel. Pendant un court instant, il a oublié qu'il était autrefois un esclave d'entreprise écrasé par la société et a agi de manière irréfléchie. Le chasseur se présente comme étant Gérald, un membre du bureau de répression du crime. Il énumère les multiples crimes d'H. Enlèvement, meurtre, vol et l'affaire du culte des 4 piliers. L'homme lui dit que s'il a des plaintes, il peut se rendre à l'accueil de la succursale de Quément et déposer une plainte officielle au bureau du maire. Le chasseur le regarde de haut avec un sourire moqueur, disant à H qu'il n'aurait pas dû combattre un chasseur à 3 ailes comme lui. Car il ne fait pas le poids face à ces 4 esprits du chaos à double aile. Il lui passe ensuite les menottes. Et déclare qu'il est maintenant en état d'arrestation en tant que chef du culte des 4 piliers. Ce jour-là, il a grandement contribué à la sécurité de la ville car H a finalement été mis derrière les barreaux. Plus tard, au bureau de répression du crime, H est interrogé par un membre du personnel. Il répond aux questions de base comme son nom et son sexe, mais prétend avoir perdu la plupart de ses souvenirs et ne peut donc pas répondre à leurs questions. Une autre chasseuse nommée Amy et furieuse qu'H les prenne pour des imbéciles en éludant les questions. Un autre chasseur intervient en disant qu'il a une licence d'interrogatoire de niveau 1. Et qu'il peut faire avouer H quoi qu'il arrive. À ce moment-là, Gérald l'interrompt et lui dit de reculer et de brûler sa licence. Il leur rappelle qu'ils doivent être prudents avec H. Car ils ne peuvent pas le maltraiter conformément à la loi sur les droits de l'homme. Et comme le Parlement les surveille de près, Amy,
sur les nerfs, demandent frénétiquement un mage mémoriel pour qu'ils puissent extraire les souvenirs de leurs captifs. Cependant, Gérald révèle que le mage mémoriel ne viendra pas même si les preuves mémorielles sont cruciales pour monter leur dossier. Il explique qu'Ash a vu les 4 piliers. Et cela signifie que ces souvenirs ne peuvent pas être extraits. Car aucun cultiste de leur groupe n'a jamais été affecté par l'extraction. Il ajoute que la corruption de la mémoire est la spécialité des 4 piliers. Se souvenant qu'il y a 134 ans, un mage mémoriel a extrait les souvenirs d'un cultiste. Et a été involontairement converti en un croyant des 4 piliers. Ce qui a permis au culte d'accroître ses effectifs et de renaître de ses cendres. Furieuse, Amy demande comment ils vont pouvoir avancer dans l'affaire puisqu'ils ne peuvent obtenir aucun témoignage. Ou extraire des souvenirs. Gérald l'assure qu'il existe une condamnation à Morland plus adaptée à un mal comme Ash. Et que leur interrogatoire n'est qu'une simple formalité. Lui rappelant le procès public avec la ville entière comme jury le 15 à 20 h. Frustrée, Amy sort de la pièce en trombe. Déclarant qu'elle en a assez de regarder l'interrogatoire. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire, Ash a droit à 15 minutes de pause de temps en temps à cause de la loi sur les droits de l'homme. Gérald observe alors discrètement Ash et sent qu'il ne ment pas, et il semble vraiment être un homme amnésique à en juger par sa panique, sa confusion et sa peur. Il songe que selon la loi sur les droits de l'homme, si quelqu'un présente des symptômes de perte de mémoire, il peut être exempté de sanctions pénales et si une extraction de mémoire prouve qu'Ash a bien perdu la sienne. Il peut être libéré en tant qu'innocent, cependant, au final, ils ne peuvent pas utiliser de mage de la mémoire. Et la seule option qui reste est de laisser le public juger Ash. Ash réfléchit à ce qui aurait pu se passer s'il avait été réincarné en héros. Au lieu d'un chef de secte qui s'est fait immédiatement assaillir par toute une meute de héros à son arrivée dans un nouveau monde, c'était vraiment dommage qu'il ait été transmigré. Au moment où les chasseurs se rapprochaient de la secte maléfique dont il est le chef, il se souvient des preuves qui lui ont été présentées pendant son interrogatoire. Et il a failli vomir en les voyant, ce qui confirmait que le corps du chef de secte dans lequel il se trouve est vraiment celui d'un être cruel. Il se demande alors comment ils vont l'exécuter. Tout en étant reconnaissant d'avoir été bien traité pendant son interrogatoire. Et il espère qu'ils ont aboli la peine de mort. Soudain, il sent son cou devenir tout chaud d'un seul coup. Et un message système apparaît, indiquant qu'il est invité en tant qu'invité spécial au jugement de la lune de sang. Bien que confus, il commence à taper sa réponse. Mais le système l'informe qu'il est en état d'arrestation et d'interrogatoire. Par conséquent, la messagerie a été désactivée pour lui. Il réalise qu'il peut contrôler le système de messagerie par la pensée et que cela ressemble à une version d'un smartphone. Cependant, toutes les fonctionnalités sont désormais verrouillées et il n'y a aucune application utilisable. Alors qu'il s'apprête à le fermer, il découvre une application utilisable appelée Manuel du sorcier d'Aurora. Il est surpris de voir ce nom. Car c'est le jeu mobile que son entreprise a créé dans son monde d'origine. Il se souvient avoir dirigé l'équipe de planification et d'opération du jeu, puis il a téléchargé la démo et a travaillé toute la nuit. Et la chose suivante dont il se souvient est sa transmigration. Puisque cela pourrait être une clé, il déplace l'application sur son écran d'accueil et la considère comme son atout de transmigration. Il lance alors l'application. Et est immédiatement bombardé de nombreux avertissements. Comme il n'y a pas de réseau, il est sur le point d'abandonner, mais il reçoit alors un message indiquant que le système de recherche fonctionne normalement après vérification. Les seules choses qui fonctionnent sont les systèmes de gacha et de recharge. Il essaie alors les 2 boutons actifs et est dirigé vers un écran de recharge. Cependant, il n'a pas d'argent sur lui, il ne peut donc rien faire avec le jeu. Il essaie une fois de plus mais on lui demande toujours de l'argent, ce qui lui rappelle que c'est son entreprise qui a créé le jeu. Au moment où il abandonne, le système de connexion quotidienne est restauré. Et il réussit à se connecter. Il obtient alors un cristal source, qui est utilisé pour effectuer une recherche d'opérateur par 10 et garantit au moins un opérateur par utilisation. Désespéré, il utilise le cristal pour obtenir un opérateur. Voulant à tout prix éviter le jugement de sang. Il ferme les yeux très fort, espérant obtenir un opérateur puissant. En voyant les compétences du personnage jeune fille à l'épée berserkée, Ash pousse un grognement de frustration. Car même le personnage de départ a besoin d'une longue montée en niveau pour être utilisable. Il voit alors un autre opérateur et l'inspecte. Il est surpris de voir que le personnage qui est apparu devant lui est lui-même.
Il reconnaît que le jeu semble faire référence à lui et qu'il peut partager des points d'expérience avec d'autres opérateurs. Grâce à cela, il comprend que s'il peut entraîner la jeune fille à l'épée berserker, il peut devenir plus fort à mesure qu'elle se renforce, et que cela pourrait être sa chance de s'échapper de la prison. Il vérifie alors son inventaire d'objets et estime qu'il a obtenu les objets d'entraînement parfaits pour son opérateur. Il découvre ensuite que l'humeur de l'opérateur affecte les gains d'entraînement. Donc plus le personnage est de bonne humeur, plus il peut être puissant. Il doit prendre soin de l'humeur de la fille et trouver un équilibre dans sa vie. Bien qu'il soit sur le point d'être exécuté, après avoir amélioré l'humeur de la fille, il enregistre alors la Vierge à l'épée berserker dans le manuel du sorcier. Alors qu'il confirme le début de l'entraînement de la Vierge à l'épée berserker dans le jeu, H essaie d'attendre patiemment, mais la fatigue des événements de la journée le consume. Pendant ce temps, dans un autre lieu, avec 3 heures de décalage sur le fuseau horaire d'H, une jeune fille qui s'était couchée tôt pour sa routine de soins de la peau se retrouve soudainement dans un rêve. Elle se tient devant un homme qui a une épée empalée dans la poitrine. Sonia essaie de boire l'eau d'un lac voisin et découvre qu'elle est sucrée, elle doit donc être en train de rêver. Elle se demande pourquoi il y a un cadavre dans son rêve. Et est curieuse de savoir qui il est. Elle saisit alors l'épée empalée en lui, pensant qu'elle lui va parfaitement. Comme si elle avait été forgée juste pour elle. À ce moment-là, le cadavre bouge et se lève lentement de son sommeil, ce qui fait paniquer Sonia. Il se présente comme l'observateur final. Et lui assure qu'il n'est pas un ennemi et qu'elle n'a pas à paniquer. Cependant, après un instant, un sourire malveillant se dessine lentement sur son visage. Et il déclare qu'il la tuera dans les 72 prochaines heures. Elle ne peut quitter le rêve. Que si elle parvient à le vaincre. Menacée, Sonia se prépare à l'attaque tandis que l'observateur final dégaine son épée et l'attaque d'un mouvement rapide. Lui disant ensuite qu'elle a 10 secondes pour se reposer. Sonia est abasourdie, ne sachant pas si elle vient d'être attaquée car il n'y a aucune blessure sur son corps. Mais la douleur semblait réelle. Voyant sa confusion, l'observateur final explique qu'ils partagent le même rêve. Et que ces 10 secondes sont écoulées. Il la frappe alors de nouveau et déclare qu'elle a encore 10 secondes pour se reposer. Son épée étant hors de portée, elle décide de plonger dans le lac. Pensant que l'observateur ne peut pas l'atteindre. Retenant sa respiration sous l'eau, elle commence à nager loin de son ennemi qui trouve sa fuite honteuse. Et inutile. Elle commence à avoir du mal à respirer. Et parvient à remonter à la surface de l'eau. Pour respirer une seconde. Cependant, l'observateur parvient quand même à la trancher. En lançant son épée et en l'attaquant sous l'eau. Elle tâte sa mâchoire, s'assurant qu'elle est toujours là. Tandis que l'observateur se moque d'elle car elle n'a pas appris sa leçon après être morte entre ses mains tant de fois. Voyant son air suffisant, Sonia commence à être frustrée. Mais à sa grande surprise, elle s'agenouille devant lui et le supplie de l'épargner. Ses yeux se remplissent de larmes alors qu'elle le supplie d'arrêter de la torturer. Promettant qu'elle sera obéissante. L'observateur a un sourire narquois. Lui disant qu'il ne sera satisfait que si elle parvient à le vaincre. Provoquée, elle marche vers lui et exige de savoir pourquoi il tient tant à la tuer. Alors qu'elle ne lui a même rien fait de mal. Elle essaie de le raisonner en disant qu'il y a des gens bien plus mauvais desquels il pourrait se venger. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est qu'une fille fragile qui ne sait rien. Cependant, l'observateur lui dit qu'elle lui a fait du tort par le passé. Et se met à l'attaquer de nouveau pendant qu'elle essaie de se reposer. Sonia demande si rester dans le rêve pendant 72 heures lui permettrait finalement d'échapper à sa situation. L'observateur le confirme, mais pour la mort, 72 heures c'est une éternité. Et il lui demande si elle peut supporter de mourir encore et encore, il se demande également si elle peut faire confiance à quoi que ce soit. Il dit que s'il continue de la tuer, et même si elle survit à la nuit, rien ne garantit qu'elle survivra à la nuit suivante. Il saisit alors de nouveau son épée et lui dit que, après avoir goûté à la mort, elle ne devrait pas espérer de miracle. D'un mouvement rapide, l'observateur balance son épée dans sa direction, mais dans un retournement de situation surprenant. Sonia parvient à neutraliser l'attaque avec sa propre épée. Sonia continue d'être vaincue à plusieurs reprises. Pour son prochain combat, elle pense aux grands maîtres épéistes qui ont poussé l'art de l'épée à l'extrême. À tel point que même leurs coups les plus simples inspiraient la peur à tout le monde. Elle se dit que l'observateur n'a rien à voir avec ses maîtres épéistes. Ce qui signifie qu'elle a encore une chance contre lui.
La coupure qu'elle a infligée à l'observateur s'est guérie comme par magie, Sonia sourit. Voyant cela comme la preuve que le rêve ne lui laisse aucune marge pour un avantage. Elle commence le combat en chargeant. Comme elle l'avait prédit, l'observateur lance son coup d'ouverture habituel. Elle parvient donc à le bloquer. Il s'engage dans un échange de multiples coups. Tout cela pendant que Sonia compte jusqu'à 5. Au moment où elle atteint 5. Elle porte un coup puissant que l'observateur parvient tout de même à esquiver. Sa posture large laisse une ouverture pour que l'observateur l'attaque. Sonia sourit en voyant cela venir. Et l'esquive d'un pas de côté alors que l'observateur est en plein mouvement. Sonia voit une ouverture pour le trancher. Elle déclare qu'elle a appris ses mouvements après être morte tant de fois de sa main. Elle porte son coup, qui est si puissant qu'il repousse l'observateur contre un mur. L'énorme entaille que l'observateur reçoit guérit alors instantanément. Sonia demande si le fait de l'avoir touché compte comme sa défaite. L'observateur répond que oui et la félicite. Elle soupire de soulagement, seulement pour que l'observateur lui dise qu'elle doit encore le vaincre. Il saisit une autre épée et adopte une posture de combat à 2 épées. Il déclare que c'est le début de la seconde moitié et l'avertit qu'il n'y aura pas de période de repos de 10 minutes cette fois-ci. Sonia entend alors quelqu'un l'appeler par son nom et se réveille de son rêve, l'air épuisé. Sa colocataire, Ingrid, lui dit qu'il est déjà 7 heures du matin et qu'elle doit se préparer pour son cours de formation générale. Sonia lui dit qu'elle pense avoir fait un cauchemar mais Ingrid ne trouve pas que ce soit bien grave. Et part en cours. Sonia suit sa routine matinale et se rend en classe. Elle est l'une des nombreux étudiants dans l'amphithéâtre. Faisant face au professeur sur l'estrade pendant qu'elle prend des notes. Elle repense à son expérience avec l'observateur et se demande si tout cela n'était vraiment qu'un rêve. Elle se souvient que lorsqu'elle a finalement vaincu l'observateur, il l'a averti que sa vie ne faisait que commencer. Sonia se promet de ne pas laisser l'observateur contrôler sa vie. Pendant ce temps, Ash vient de se réveiller dans sa suite de luxe, au cœur de la prison du lac brisé de la ville de Kamen. Il ne comprend pas pourquoi il se sent si fatigué et épuisé malgré une nuit complète de sommeil, il vérifie son écran holographique. Et une notification du jeu du manuel du sorcier l'informe que son lien avec la demoiselle à l'épée berserkée s'est renforcé. Il est surpris que l'organisation de l'entraînement renforce les liens, il est content d'avoir déjà planifié ses activités. Et veut que sa demoiselle à l'épée continue de s'entraîner sans relâche. Pendant ce temps, Sonia ressent une douleur lancinante dans sa poitrine. Malgré cela, elle se lève pour répondre à la question du professeur avec un sourire joyeux. Les étudiants sont impressionnés qu'elle ait répondu correctement à la question difficile. Surtout un garçon qui murmure à propos de sa beauté et de son intelligence. Sonia se présente aux lecteurs du manhwa et leur parle de ses humbles origines. Venant d'un petit village, elle se souvient d'avoir terminé un cours d'éducation de base. Ce qui a conduit à son admission à l'université Fleur d'Épée. Elle est fière de dire qu'elle a été la seule personne de sa ville natale à être admise à l'université au cours des 20 dernières années, le jour où elle a foulé pour la première fois le sol de l'école. Les gens chuchotaient sur son apparence de péquenaude quand elle passait. Au bout d'un mois, elle a appris à se maquiller et à coordonner ses vêtements tout en perfectionnant un accent de la ville. Se transformant en l'étudiante exceptionnelle qu'elle est aujourd'hui, grâce à sa belle apparence, elle a obtenu plusieurs emplois à temps partiel et est devenue populaire. Elle a participé à de nombreuses activités scolaires et a présenté plusieurs événements. Devenant une célébrité de l'école, alors qu'elle se promène sur le campus, elle se souvient de son premier pas à l'université. Et à quel point elle avait l'air naïve à l'époque, elle sort du portail du campus pour chercher quelqu'un, elle trouve sa mère qui l'appelle Linda. Sonia lui dit d'utiliser son nouveau nom, la fille est excitée de faire visiter la ville à sa mère. Et l'emmène faire un tour en train. Pendant le trajet, Sonia montre à sa mère la même vue de rue propre et de gratte-ciel imposant. Et de voitures de luxe élégantes qu'elle a vues à son arrivée, elle se souvient à quel point elle était dépassée de voir des gens bien élevés. Et des panneaux publicitaires à LED qui diffusaient des publicités jour et nuit. Maintenant, elle observe à quel point sa mère a l'air heureuse en voyant la vue de la ville. Sonia se souvient comment sa mère l'a élevée seule après la mort de son père ivrogne et violent. Elle se souvient que sa mère faisait tous les travaux manuels à leur ferme. Pour que Sonia ait tout le temps du monde pour étudier. Sonia se sent chanceuse car d'autres enfants comme elle travaillaient dans des usines et passaient toute leur vie dans cette petite ville. Alors qu'elle montre davantage la ville à sa mère. Elle est déterminée à la laisser en profiter autant que possible. Sonia l'emmène à un food truck.
puis dans un magasin de vêtements où elle propose d'acheter une robe à sa mère, elle lui a ensuite montré un restaurant gastronomique mais sa mère n'a pas voulu y manger. Plus tard, elle s'assoit sur un banc dans le parc en mangeant des encas près d'une fontaine. Ensuite, Sonia accompagne sa mère à la gare pour son voyage de retour vers leur petite ville. Avant qu'elle ne parte, Sonia lui demande de rester une nuit de plus, sa mère refuse, disant qu'elle n'est pas très à l'aise en ville. Sonia promet de l'amener à nouveau en ville un jour et de lui offrir une vie de luxe. Sa mère lui tient la main et lui dit qu'elle croit en elle et qu'elle peut y arriver. Elle conseille à sa fille de se souvenir que quoi qu'il arrive, elle pourra toujours revenir à la maison, où un repas chaud l'attendra toujours. Elle dit à Sonia qu'elle pense que la ville est trop compliquée, et qu'il serait peut-être mieux de rentrer à la maison pour y vivre une vie tranquille. Elle donne un sac d'argent à sa fille, lui disant qu'elle ne dépense de toute façon pas d'argent à la maison. Alors que la mère monte dans le train, elle assure à sa fille qu'elle va bien. Sonia vérifie le contenu du sac et voit qu'il y a aussi des bonbons à l'intérieur. Au moment où elle met l'argent dans sa sacoche, un homme l'approche par derrière. L'homme sort un petit rasoir et l'utilise pour faire un trou dans le sac. Sonia frappe la main de l'homme, lui faisant lâcher le rasoir. Sans même le regarder, Sonia quitte la gare. Elle se rend au milieu des rues animées pour admirer les lumières et l'agitation de la ville. Elle se dit que c'est dans la complexité de la ville qu'est sa place. Il est tard dans la nuit. Et Sonia essaie de convaincre le gardien de son université de la laisser entrer, bien que le couvre-feu soit déjà passé. Après avoir tenté de faire appel à sa sympathie, elle est finalement autorisée à entrer. En traversant le campus, elle sourit, sachant que sa beauté a été l'arme qui lui a permis d'entrer. Elle réfléchit au fait que la beauté est un pouvoir dans leur monde. Et elle pense que c'est la raison principale pour laquelle elle a pu se faufiler dans la haute société. En montant les escaliers vers son dortoir, elle remercie silencieusement sa mère pour le jean qui l'a aidé à s'intégrer. Alors qu'elle approche de sa chambre de dortoir, elle entend une de ses colocataires parler du retard de Sonia, supposant qu'elle est probablement en train de flirter avec un type riche. Sonia colle son oreille à la porte, pour mieux entendre sa colocataire haineuse qui continue de dire du mal d'elle. La fille à l'intérieur continue alors. Elle mentionne avoir vu Sonia avec sa mère à l'extérieur du campus, spéculant que sa mère doit avoir honte de sa fille. Cela provoque la colère de Sonia. Et elle s'apprête à tourner la poignée pour les affronter. Juste au moment où elle est sur le point de le faire, elle entend un grand bruit métallique qui fait taire la fille qui parlait. Ingrid ouvre alors la porte, dit bonsoir à Sonia et s'en va. Sonia regarde à l'intérieur et voit une marque de coups de poing fraîche sur le sac de frappe à côté de la porte. Elle réalise qu'Ingrid l'a frappée pour faire taire les pipelettes. Les deux personnes restantes dans la pièce sont sa colocataire Loi et le petit toutou de Loi, Adèle. Sonia explique que Loi est la fille d'un marchand local qui fait toujours des insultes passives-agressives sur les origines de Sonia. Sonia se souvient qu'elle a toujours attiré plus l'attention des garçons que Loi, peu importe les efforts de cette dernière. Comme si elle était la plus belle des deux. Quand Sonia a décroché le rôle de présentatrice pour un événement majeur, la haine de Loi pour elle n'a fait que grandir après ça. Loi organisait constamment des événements pour les spécialités en magie de l'eau. Et emmenait ses camarades dans des restaurants haut de gamme en excluant délibérément Sonia. Grâce à ces manœuvres sociales, plus de garçons ont fini par courtiser Loi. Loi a fini par s'intéresser à un aîné. Elle a finalement rejeté le senior sachant que la fierté de Loi ne lui permettrait jamais de sortir avec un gars que même un pecno ne voudrait pas. Dans l'esprit de Sonia, elle a aidé Loïs à éviter un mauvais parti en l'éloignant d'un type ennuyeux. Sonia nourrit l'ambition de trouver un homme pour lui offrir un raccourci vers la haute société. Pour y parvenir, elle veut devenir une sorcière de l'eau. Car ses recherches ont montré que les sorcières de l'eau sont les plus susceptibles de finir épouses de nobles. Elle prévoit d'utiliser la réputation de l'université de la fleur d'épée pour former l'élite des sorciers de l'épée, du vent et de l'eau pour obtenir son diplôme en tant que sorcière de l'eau de premier ordre. Elle s'imagine rencontrer un noble qui la présentera à sa mère. Elle a décidé d'éviter de devenir une sorcière d'épée. Croyant qu'un physique fort et musclé est un désavantage pour les femmes dans sa quête, elle imagine un avenir où elle invoquera son premier esprit de l'eau d'ici l'année prochaine et éveillera complètement ses ailes d'argent avant son diplôme pour devenir une sorcière ailée. Puis elle se faufilera à un événement sur le campus de l'Université de la Vérité pour séduire un jeune noble. Elle explique que l'Université de la Vérité est l'université numéro 1 de Galaxie.
où tout le monde est riche et puissant. Ce qui est en fait l'endroit parfait pour trouver un petit ami potentiel alors qu'elle contemple ses ambitions. Elle étudie dans son livre tout en se démaquillant. Elle pense au temps et à l'argent que demande l'entretien de son apparence et croit de tout cœur qu'elle décrochera un mari de la haute société. Et offrira à sa mère une vie de femme noble. Elle est alors surprise par une voix lui disant de se concentrer sur l'entraînement à l'épée. Elle se retourne pour voir d'où vient la voix. Et voit l'observateur. Il l'encourage à lui parler en utilisant uniquement la voix de son esprit. Sonia regarde autour d'elle et voit que Loïs et Adèle ne peuvent pas voir l'observateur. Bien que l'homme se tienne juste à côté d'elle, l'observateur dit à Sonia qu'il n'est pas son ennemi. Il lui montre une bouteille de liquide vert qu'il dit qu'elle doit boire. Sonia lui dit qu'il est hors de question qu'elle le boive. L'observateur verse alors le liquide par terre. Mais au lieu de se renverser, il finit magiquement dans la gorge de Sonia. La boisson force son corps à se lever d'une manière ou d'une autre. L'observateur lui montre une épée en bois. Et lui dit qu'elle doit s'entraîner avec. Elle lui répète encore et encore, avec des yeux déterminés, qu'elle ne le fera pas. Cependant, son corps s'habille soudainement tout seul. Elle saisit son épée en bois et quitte la pièce. Alors qu'elle traverse le couloir. Sonia peut entendre Loïs se plaindre qu'elle doit sûrement essayer de draguer un aîné spécialisé en sorcellerie de l'épée. Sonia se retrouve dans la salle d'entraînement à l'épée, où de nombreux apprentis s'exercent au maniement de l'épée sur des mannequins en armure. Ingrid est parmi eux, déjà en sueur. Ingrid est si fière de ses progrès qu'elle pense pouvoir atteindre le 10e anneau d'ici le mois prochain et invoquer un esprit de l'épée. Elle se retient d'être arrogante. Et se rappelle qu'elle doit s'entraîner sans relâche pour s'améliorer. Sonia entre dans la pièce, et tous les manieurs d'épée se retournent pour la regarder. Alors qu'elle passe devant eux. Ils se demandent pourquoi elle est sur le terrain d'entraînement. Sonia commence alors à frapper un des mannequins avec son épée en bois. Ingrid voit à sa technique qu'elle est encore instable et lente. Ingrid songe que les sorcières d'épée ont besoin de mains calleuses et de corps musclés pour devenir plus fortes et se demande si Sonia est prête pour cela. Elle se demande alors si Sonia fait ça pour séduire un garçon. Et réalise que sa cible doit être Félix, l'apprenti en magie de l'épée qui la regarde s'entraîner. Ingrid remarque alors que Félix est le fils de la famille Voslata, l'un des piliers du conseil Stellarus. Et de la plus haute noblesse elle se souvient que son père le duc Voslata contrôle les aciéries les plus avancées de Stellarie, faisant de lui l'une des figures les plus importantes et puissantes de la nation. Ingrid s'inquiète que Sonia courtise un séducteur. Malgré tout elle est heureuse d'avoir une autre amie passionnée d'épée. Elle continue de regarder Sonia s'entraîner avec le mannequin magique et réalise qu'elle a déjà atteint le bord du premier anneau de la cible centrale après seulement quelques minutes. En regardant de plus près Ingrid voit que, bien que les mouvements de Sonia soient encore maladroits et fatigants, elle suit strictement le manuel de magie de l'épée. Elle craint que si Sonia continue elle soit épuisée en quelques minutes. Elle commence à compter les coups de Sonia pour l'aider à suivre. Après des centaines de coups Ingrid a perdu le compte et est maintenant totalement concentrée sur l'entraînement de son amie. Après un moment toute la salle d'entraînement la regarde avec admiration. La foule estime que cela doit faire 90 minutes qu'elle a commencé et qu'elle a déjà dépassé les 2400 coups. La petite amie de Félix, Cecilia, entre dans la pièce. Pensant que tout le monde doit être rassemblé autour de son petit ami parce qu'il fait quelque chose d'impressionnant. Elle est surprise de voir que Félix est l'une des personnes qui fixe Sonia. Elle peut lire sur son visage qu'il ne peut pas la quitter des yeux. Cecilia regarde Sonia. Et suppose qu'elle s'est maquillée pour attirer les garçons. Elle craint que Sonia ne cible Félix avec son numéro à l'épée et prévoit d'entraîner son petit ami loin d'ici rapidement. Cecilia demande pourquoi tout le monde regarde Sonia. Félix l'informe que Sonia est arrivée il y a 1h30 en tant que novice sans posture d'épée correcte. Mais que maintenant elle peut trancher 9 anneaux d'une cible d'un seul coup d'épée. Cecilia demande si elle n'a pas simplement fait semblant d'être une débutante. Félix répond qu'il a pensé la même chose et a regardé son entraînement. Pour voir quand elle stagnerait. Il admet qu'après 1h30 à la regarder son scepticisme initial s'est complètement transformé en admiration. Cecilia se sent menacée qu'une fille puisse capter l'attention de Félix si facilement. Elle réalise alors que s'entraîner pendant 1h30 d'affilée est impossible. Elle note que même Félix ne peut s'entraîner que 3 heures avec des pauses. Cecilia regarde autour d'elle et voit tous les hommes qui ne sont d'habitude obsédés que par l'entraînement.
s'arrêter pour encourager Sonia alors qu'elle continue de frapper le mannequin d'entraînement. Cecilia lâche le bras de Félix, croyant qu'elle vient de subir une défaite totale face à Sonia dans le jeu pour capter l'intérêt de Félix. Finalement, Sonia touche le 10e anneau de la cible. Tout le monde est en haleine en la regardant. Avec le 10e anneau touché, le mannequin de Sonia se brise. La foule explose en acclamations. Maintenant Sonia se repose. Elle réalise qu'elle est maintenant beaucoup plus proche d'invoquer un esprit d'épée. Et de devenir une sorcière ailée. Elle n'arrive pas à croire que son rêve d'une vie sans souci est sur le point de se réaliser. Ingrid lui apporte de l'eau. Soudain, Sonia sent un liquide se précipiter dans sa gorge. Elle regarde autour d'elle et voit Félix. Sonia voit l'observateur derrière Félix, il vient de verser une bouteille de boisson par terre, tout comme avant, l'observateur lui dit qu'elle ne peut pas encore se reposer. Et qu'elle doit d'abord battre Félix, l'observateur dit à Sonia qu'il veut simplement organiser un combat entre elles. Et la personne la plus forte de la pièce, il est même heureux de voir que la personne la plus forte se trouve être un noble. Car il adore quand les nobles se font réduire en bouillie. Sonia demande à affronter une autre personne. Car elle ne veut pas s'impliquer avec Félix, elle explique qu'elle sait que Félix est un playboy à l'université Fleur d'Épée, elle se souvient de l'avoir toujours vu avec une voiture de luxe. Et de changer de petit ami tous les 3 jours, dans ses notes, elle a écrit que Félix a l'habitude de collectionner les femmes. Elle trouve aussi suspect que le fils du duc de Voslata ait atterri à l'université Fleur d'Épée au lieu de l'université de la Vérité. Ce qui implique qu'il a dû être impliqué dans une sorte de pétrin politique, elle dit à l'observateur qu'elle croit que Félix est un méchant, malheureusement pour elle, l'observateur pense que c'est parfait pour elle d'affronter quelqu'un comme lui, il lui conseille d'écraser le prodige de l'épée. Et de jeter ce noble stellaire à la rue, bien que Sonia lui dise qu'elle ne fera jamais une chose pareille, elle pointe quand même son épée en bois vers Félix et le défie en duel. La foule est en délire, Cecilia est intérieurement en colère. Croyant que Sonia fait cela pour se lier à Félix, en même temps, Sonia se répète intérieurement qu'elle n'affrontera pas Félix. Extérieurement, son corps pointe toujours son épée vers lui, Ingrid rappelle à Sonia qu'elle est encore fatiguée. Après 2 heures d'entraînement. Et propose qu'ils se battent plutôt demain, Félix insiste pour qu'ils se battent maintenant, il explique qu'elle est la personne la plus talentueuse qu'il ait jamais vue et seulement la deuxième à lui faire ressentir la peur. Il croit que s'il attend demain, il n'aura plus le courage de dégainer son épée contre elle, Félix sort son épée et la pointe sur Sonia. Déclarant qu'il la vaincra ce soir quoi qu'il arrive, tout le monde peut voir que Félix utilise l'épée de la vague. Posture de combat, Sonia se souvient que la famille Voslata est célèbre pour ses 4 postures d'épée secrètes qui peuvent invoquer des esprits. Et la posture de la vague est l'une d'elles, Sonia adopte une posture d'épée ordinaire. Prête à se battre. Elle se plaint à l'observateur qu'il ne sert à rien de gagner contre Félix s'il ne fait que contrôler son corps, elle négocie en demandant à récupérer le contrôle de son corps. Afin qu'elle puisse trouver quelqu'un d'autre à combattre, l'observateur révèle qu'il n'a jamais contrôlé son corps depuis le début, ce qui la choque. Il précise qu'elle s'est entraînée seule avec son épée parce que la nuit dernière, dans son rêve, elle l'a vaincue et a pris conscience de son talent pour l'épée, il analyse qu'elle est venue à la salle d'entraînement pour se pousser à ses limites. Pour qu'Ingrid et les autres puissent voir qu'elle a un talent dont elle peut être fière, au-delà de son apparence physique. Sonia charge Félix alors qu'ils échangent des coups, l'observateur rappelle à Sonia qu'elle a défié le garçon de son propre chef. Parce qu'elle le détestait depuis le début car il était le sujet de conversation de l'école, Félix peut dire d'après les mouvements de son adversaire qu'elle est forte, mais il continue son offensive, confiant que Sonia n'est toujours pas à la hauteur de son style d'épée de la vague, ses frappes multiples forcent Sonia à reculer. Alors que cela se produit, l'observateur lui rappelle que peu importe son talent, Félix reste imbattable grâce à sa posture de la vague. Il la motive en soulignant qu'il existe des gens nés avec tout qui l'éclipseront en tout point. Cela la pousse à suivre les mouvements de Félix. Se demandant d'où elle tire son endurance, Félix décide qu'il doit mettre fin au combat. Et il charge de l'énergie dans son corps alors que la lumière illumine la pièce. L'observateur continue de dire à Sonia qu'elle a empoigné l'épée en bois. Est allée sur le terrain d'entraînement de sa propre volonté et a défié la personne la plus forte de la pièce juste pour prouver qu'elle n'est inférieure à personne. Soudain, à la surprise générale, Sonia copie la posture de la vague de Félix. La foule s'émerveille de la façon dont elle a appris la même posture juste en la voyant. Cecilia pense que le plan de Sonia est d'humilier Félix, puis de se laisser perdre pour promettre un prochain duel.
et d'augmenter leurs chances de se rapprocher. Les deux adversaires se ruent l'un sur l'autre pour un coup final. Un bruit sourd retentit de leur choc. Un morceau d'épée en bois brisé atterrit sur le sol. C'est la lame en bois de Sonia qui s'est brisée. La foule regarde l'épaule gauche de Félix et voit un esprit de l'épée de la vague. Impressionné qu'il ait pu invoquer son esprit vital en plein combat, Ingrid encourage Sonia, lui disant qu'elle pourra aussi bientôt invoquer un esprit. Sonia dit à tout le monde qu'elle n'a pas perdu, mais la foule pense qu'elle est juste têtue. Soudain, la pointe de l'épée en bois de Félix se brise également sur l'épaule droite de Sonia. Un esprit de l'épée de la vague apparaît aussi. La foule n'en revient pas qu'elle ait appris la posture de la vague de Félix en plein combat et invoqué un esprit juste après. Les personnes qui ont mis des années à maîtriser l'épée se découragent, réalisant qu'ils ont affaire à un génie. Sonia regarde dans la foule et voit l'observateur qui la regarde. Elle demande s'il n'est qu'une projection de ses pensées intérieures, une hallucination. L'observateur ramasse le morceau d'épée en bois brisé sur le sol et le rattache à l'épée de Sonia. Alors qu'il disparaît lentement, il la taquine en lui demandant de deviner ce qu'il est. Cela met Sonia en colère qui commence à l'injurier. Y compris la posture de la vague et l'esprit de l'épée de la vague. Il remarque quelque chose appelé sorcier à l'épée à une aile, et pense que le nombre d'ailes indique plus de super-pouvoir. Voir à quel point sa demoiselle à l'épée a progressé donne à Ash le sentiment que se lever à 6 heures du matin pour vérifier ses progrès en valait la peine. Malgré sa montée en niveau, Ash ne se sent pas plus puissant. Il a l'impression de s'être fait arnaquer par le jeu, supposant que c'est peut-être parce qu'il n'a rien payé. Car les jeux de la société sont réputés pour être injouables sans dépenser d'argent. La voix de l'ordinateur de la prison informe alors Ash qu'il peut désormais se déplacer librement dans certaines zones. Sa porte s'ouvre. Alors que l'ordinateur l'invite à manger à la cafétéria, Ash consulte le manuel du détenu de la prison du lac brisé sur son holo-écran pour voir ce qui se passe. La description des luxes de la prison dans le manuel lui donne l'impression qu'on lui fait une farce. Tout cela semble trop pratique, ce qui le rend méfiant. Il sort lentement de sa chambre pour regarder autour de lui. L'absence de garde dans le couloir rend la situation encore plus terrifiante. Il court jusqu'au bout du couloir, où il trouve un parc intérieur avec des détenus qui traînent. Repérant un gardien de prison sur l'un des canapés, Ash se sent soulagé, pensant qu'il peut appeler à l'aide si quelque chose arrive. Il pense avoir besoin de protection car il n'a encore reçu aucun XP de sa demoiselle à l'épée. Se sentant maintenant plus en sécurité, il se promène pour trouver la cafétéria. Il voit des détenus regarder la conférence de presse d'un homme politique sur un grand écran LED. Et remarque des prisonniers orques et gobelins discuter de politique de haut niveau à cause de cela. Un détenu s'approche d'Ash et lui dit qu'il sait qu'il est le chef estimé de la secte des 4 piliers. Il se présente comme étant Igor, expliquant qu'il reconnaît Ash parce que sa présence sature leurs médias. Igor lui tend la main pour une poignée de main et invite Ash à se joindre à leur plan d'évasion. Ash accepte l'offre de tout cœur et sans hésitation. Au moment où ils sont sur le point de se serrer la main, une femme dit à Ash qu'elle frapperait Igor au visage si elle était à sa place. Ash regarde la femme et est choqué de voir qu'elle ressemble et parle exactement comme sa demoiselle à l'épée. Il l'écoute et se prépare à frapper Igor, alors qu'Ash s'élançait pour frapper son codétenu. La puce dans son cou a soudainement clignoté, indiquant qu'il lui est interdit de faire du mal à un citoyen. Des alarmes rouges retentissaient sans cesse dans sa tête, répétant l'avertissement. À ce moment précis, son poing s'est arrêté à quelques centimètres avant de toucher Igor. Il ne pouvait plus bouger du tout et le jeune homme s'est moqué de son faible coup de poing. Comme il semble satisfait de la vie en prison, son camarade se détourne et le laisse tranquille. Après cela, le nouveau venu peut enfin bouger à nouveau. Se moquant de lui, la demoiselle à l'épée demande pourquoi il est si surpris. Elle explique comment la puce a détecté ses intentions et a rendu ses attaques inefficaces. La technologie est assez utile et semble assez pratique pour les gens. Bien que le combat et la magie y soient restreints, il existe un tas d'astuces que l'on peut utiliser, par exemple, faire appel à un esprit pour former un contrat. C'est ce que fait Igor en tant que succube. En acceptant son invitation à devenir ami, c'est comme s'il offrait sa soumission en d'autres termes. Lui serrer la main plutôt l'aurait transformé en son esclave. C'est pire que dans son ancien monde, où des contrats de travail sont nécessaires. Passant à autre chose, Ash se demande si les autres personnes présentes ne peuvent pas la voir. Il peut continuer à lui parler librement, mais il passerait pour un fou qui parle tout seul. Ne s'en souciant pas, il continue de parler et confirme qu'elle est bien la demoiselle à l'épée. Elle comprend son doute car elle aurait aussi remis en question son identité en tant qu'observateur, si elle ne l'avait pas vu.
Ils commencent à se chamailler sur le fait qu'ils ne ressemblent pas à leurs illustrations de personnages, mais il est raisonnable de penser qu'ils changent de vêtements de temps en temps. Ash interprète mal la situation et lui demande de l'aider à s'échapper mais reste perplexe lorsqu'elle refuse catégoriquement de le faire. La demoiselle à l'épée demande pourquoi elle le libérerait alors que cet endroit convient parfaitement à un déchet inutile comme lui. En fait, il pourrait prendre sa retraite anticipée et y vivre la vie dont il a toujours rêvé. Le jeune homme rétorque qu'il a été piégé et qu'il doit faire face à un certain jugement lunaire. Alors qu'elle se moque de lui, il se plaint et commence à se présenter comme son supérieur mais ses paroles sont coupées nettes. Alors qu'elle le foudroie du regard et lui demande ce qu'il est exactement pour elle, le mettant au défi de terminer sa phrase. Elle lui tapote le front plusieurs fois en un instant et les gestes sont assez forts pour le forcer à s'asseoir sur le canapé. Approchant son visage du sien, elle le regarde de haut. Et lui demande s'il était sur le point de s'appeler son maître. Ne souriant plus, il se demande si c'est si mal de sa part de le faire. Elle n'est qu'un personnage virtuel et sans lui, le joueur, elle cessera d'exister. La façon dont il présente les choses rend son expression encore plus sombre et il n'a pas le choix que de serrer les dents et d'accepter. Élevant maintenant la voix, Ash dit qu'il n'est pas son maître mais insiste sur le fait qu'il n'est pas non plus son serviteur. Si elle ne peut pas le traiter comme un égal, alors elle ferait aussi bien de retourner dans son jeu en tant que donnée. La demoiselle à l'épée le fixe pendant un moment. Et son froncement de sourcils sec se transforme en un sourire entendu. Elle se détourne, confirmant qu'elle n'est qu'un personnage virtuel né de ses pensées. Cependant, il doit se souvenir de ce qu'il a dit, à savoir qu'il ne deviendra jamais son maître. On dit au jeune homme de le jurer, et il sera maudit de perdre la face pendant une décennie. S'il ment. Sans la moindre hésitation sur son visage, il s'exécute et promet. Avec un sourire satisfait, elle l'invite à parler tout en marchant. Au lieu de s'échapper, ils vont prendre le petit déjeuner car il a très faim. Cela dit, elle ne peut pas vraiment l'aider même si elle le voulait. Invisible, intouchable et incapable d'affecter le monde physique. Comment pourrait-elle l'aider à s'échapper? La raison pour laquelle elle est là en ce moment est due à leur relation de demoiselle à l'épée et d'observateur. Il était enfin temps de transférer les points d'expérience qu'elle avait obtenus en étant forcée de s'entraîner autant. Ravi, il ouvre les bras pour tout accepter. Elle le gronde à nouveau pour avoir bêtement pensé qu'il est si facile de gagner ce pourquoi elle a travaillé. Se demandant comment il est censé l'obtenir, on dit à Ash de combattre des gens. Et de laisser l'expérience se transmettre naturellement dans son corps. Regardant avidement autour de lui, il trouve une cible à accoster. L'âne est musclé et tatoué. Balafré et avec l'air d'en avoir tué des centaines, en gros il cherche les ennuis. Le jeune prisonnier renverse le verre de lait de l'homme, le lui déversant sur la tête. Et s'excuse nonchalamment même si c'est lui qui a commencé. L'énergie démoniaque le fait trembler de peur. Mais à sa grande surprise, l'homme robuste lui dit gentiment de faire attention et d'essayer le lait de la cafétéria. Bouche bée de stupéfaction, Ash fait ce qu'on lui dit et prend son plateau repas, s'asseyant à la table avec le repas devant lui. Il entend un rire bruyant et insultant. La demoiselle à l'épée ricane, incapable de retenir sa réaction face à la situation ridicule. À cause des puces dans leur cou. Toute forme d'agression est interdite, même intentionnelle. Toute tentative de désobéir ou de la retirer provoquera l'envoi d'un choc qui arrête le cœur dans leur corps. Il devra trouver un moyen de prendre part à un combat. Sans la prendre pour sa mère, il joue le jeu et se comporte comme un bambin qui demande du lait. Mais cette action suicidaire le projette en l'air. Il heurte légèrement l'âne, rencontré plus tôt, et cette rencontre lui donne l'occasion de faire connaissance et de poser directement ses questions. Interprétant mal sa gentillesse. L'homme musclé dit qu'il a déjà un petit ami. Ash essaie de clarifier la situation, mais la confusion ne fait que grandir. Bien qu'il soit sûrement une personne gentille. Le prisonnier est fidèle à son partenaire et ne peut donc pas le tromper. Passant à autre chose, ils en viennent à la question du garçon, bien que le quiproquo amoureux ne soit pas encore dissipé. Ash n'a d'autre choix que de l'interrompre et de l'interroger sur les moyens de se battre dans la prison. L'expression de l'âne change et il dit qu'il s'est adressé à la bonne personne s'il veut utiliser ses muscles. Il est membre de la Société des combats à mort, qui a la permission de lever temporairement les restrictions de la puce. Surpris, Ash se demande si le directeur autorise vraiment les combats à mort. Quelqu'un pourrait mourir, mais cela ne ferait pas du combattant un meurtrier.
À côté de l'arène se trouvait l'infirmerie, où les gens peuvent être ramenés à la vie s'ils sont secourus dans les 5 minutes, même si quelqu'un meurt réellement. La prison s'en fiche. Au milieu de son explication, Lane reconnaît soudainement le garçon comme étant le chef de la secte des piliers. Il s'écarte à nouveau du sujet, en disant qu'il est assez intéressé par la secte. Revenant au sujet, il dit qu'il est compréhensible qu'il soit impatient de rejoindre la société, car le 15 du mois approche. Comme le nouveau venu avait l'air complètement perdu, le vétéran explique l'importance de cette date. Tous les détenus de la prison sont dans le couloir de la mort. Et on leur offre une vie de rêve à l'intérieur, car la seule chose qui les attend à la fin est une mort certaine. Ash s'y attendait déjà. Mais le fait de l'entendre confirmer lui glace le sang. Le jugement de la Lune est un spectacle qui a lieu le 1er et le 15 de chaque mois et génère d'énormes revenus de diffusion. En d'autres termes, regarder des exécutions était populaire dans ce monde. Il tombe à genoux, incrédule, mais son visage s'illumine quand on lui dit qu'il y a un moyen d'échapper à l'événement. Tous les prisonniers commencent avec 50 points, qui diminuent de 10 chaque mois. Si quelqu'un atteint 0, il n'est pas puni. Mais plus le nombre de points d'une personne est bas, plus elle est proche de participer au jugement. C'est essentiellement ce qui détermine leur participation. Il y a de nombreuses façons de gagner des points, et la plus simple est de créer de la valeur en fonction de leurs propres compétences et capacités. Ils peuvent trouver quelque chose à offrir à la prison. Cela dit, la plupart des prisonniers ne sont que des tueurs sans talent particulier à exploiter. Le combat à mort fonctionne sur un système de paris de points, où le gagnant remporte tout. Avant de monter sur scène, la plupart d'entre eux doivent porter une sorte de maquillage. En disant cela, Lane lèche son verre de lait et demande pour confirmer si le garçon veut toujours rejoindre la société. Après ce qu'il a entendu, il est conduit à l'arène pour voir l'endroit. Le premier match de la journée nécessite une mise d'1 point. Et ce nombre augmente à chaque match. Ça commence doucement au début. Mais les enjeux augmentent à cause de ça. Les gens utilisent les premiers combats pour jauger les autres et comprendre leurs faiblesses. Avec le jugement qui approche, l'endroit serait certainement bondé. En marchant dans l'obscurité, il demande à Ash s'il veut acheter de la viande. De la viande tombe souvent de l'arène et c'est une façon de dépenser leurs points de contribution. Arborant un sourire malicieux, ils entrent dans le hall. Là, Lane est salué et appelé le gourmet. Remarquant le garçon qui l'accompagne, il se moque et demande s'il est son nouveau petit ami. Mais cette pique sur sa relation pousse l'homme à les menacer de punition. Ça marche et les gêneurs reculent, ce qui permet à Ash d'être présenté formellement. Il avait choisi une personne au hasard à qui chercher des noises. Mais il réalisa que Lane devait être tristement célèbre ici. Un combat était en cours entre Tiger et Ruder. Au milieu de l'arène, un vieil homme encaissait les attaques d'un grand ORC. L'ORC ne s'était pas battu depuis un moment. Et il avait fait l'erreur de choisir ce vieil homme. Comme Tiger avait misé plus haut, il n'y avait d'autre choix que de terminer le match tôt ou tard. Le corps fatigué de Ruder est roué de coups, lui faisant même perdre une défense. L'humain est victorieux, les bras levés. Et il déchaîne une rafale de coups mortels au visage de son adversaire, bien que le vainqueur soit évident. Le match n'est pourtant pas encore terminé. La barrière d'air n'a pas été levée, ce qui signifie que le combat continue. Il ne s'arrêtera que lorsque l'un des deux mourra. Ou sera rendu complètement inconscient, dans une arène où l'abandon n'est pas une option. Il faut continuer à dominer et à écraser son adversaire. D'innombrables idiots ont surestimé leurs compétences. Et sont morts face à un adversaire avide de points. Après tout, le but du match à mort est de transférer des points à quelqu'un de plus méritant. En parlant de points, Ash remarque que les mises des combattants actuels ne sont pas égales. C'est normal. Selon les règles, les prisonniers doivent miser un peu plus que lors de leur match précédent. Tiger s'est battu 34 fois auparavant, c'est pourquoi il a misé 35 cette fois. D'un autre côté, Ruder s'est battu 10 fois. Mais il ne lui reste que 5 points à son nom. Malheureusement, il affronte toujours des adversaires qu'il ne peut pas battre. Pendant qu'il parle, la barrière se dissipe et le corps de l'ORC s'effondre. Le match étant terminé, le personnel médical sort immédiatement. Et traîne le corps à l'infirmerie pour le soigner. Tiger s'en retourne en feignant la faiblesse après avoir manifestement arnaqué son adversaire, même la Vierge à l'épée. Doit reconnaître la force du vieil homme. Demandant pourquoi il est si fort,
D'autres expliquent que le mana est toujours restreint dans l'arène. Mais les attaques physiques sont autorisées. La plupart des sorciers dans leur monde ne sont pas très différents des gens normaux si leur mana est scellé. Cependant, quelques rares élus sont appelés des sorciers corporels, qui perfectionnent leur corps physique et leur technique. Pour aller plus loin, il existe un type qui modifie son corps à un point tel que les améliorations ne s'estompent pas. Tiger est un exemple de ce type et on l'appelle un sorcier masochiste. On dit à Ash d'entrer immédiatement dans l'arène. Puisqu'il est déjà là de toute façon, la Vierge à l'épée lui dit de choisir. Et lui conseille de faire de même. Après tout, il est probablement trop faible pour tenir une arme assez longtemps. Il se retourne docilement et demande à quelqu'un s'il peut trouver un adversaire à main nue. Le personnage mystérieux est ravi car il est exactement le type de personne qu'il recherche. Ash admet honnêtement qu'il ne parie qu'un seul point. Donc il ne gagnera pas grand-chose en s'en prenant à lui. Heureusement, le prisonnier ne s'en soucie pas. Et dit qu'il lui donnera même quelques-uns de ses propres points. À ce moment-là, Igor entre dans la lumière prétendant avoir des points aussi faibles que les siens, se préparant pour son match. Les paroles du public font réaliser à Ash que ce ne sera pas un combat facile. Igor insiste sur le fait que ce devrait être un combat loyal, surtout qu'il est le chef du culte des 4 piliers. À en juger par les acclamations, il semble que cet adversaire n'est pas du genre à se battre franchement. Il reprend espoir en se souvenant du conseil de la Vierge à l'épée de n'accepter rien de ce qu'il propose. Cependant, la Vierge à l'épée se moque avec mépris de son ambition vaine. Il se répète qu'il ne faut rien accepter. Mais le voilà entrant volontairement sur le ring suite au défi d'Igor. Réalisant qu'il a bêtement accepté un match, il tremble en s'avançant. Il ne sait pas pourquoi, mais il a été immédiatement convaincu que se battre était la seule option, tombant dans le piège de la succube. L'idée de dire non n'existait même pas dans sa tête. Le moment exact où il a été ensorcelé lui revient en mémoire. La Vierge à l'épée répète qu'il ne devrait pas répondre à la légère à l'invitation de quiconque. Il est l'observateur final et en tant que tel, il devrait rejeter tout ce qui se présente à lui par un non catégorique. Pour lui, la seule façon de s'élever est de s'emparer de son destin par sa propre force comme un seigneur démon. Ash se détourne, la rejetant ironiquement comme elle l'a conseillé, et voilà que la barrière de l'arène s'active et le combat commence. Le limiteur de la puce se désactive. Et c'est comme si une entrave était retirée. Igor ne perd pas de temps et fonce les poings serrés. Le jeune homme lève instinctivement les mains pour se protéger, mais c'était prévisible. Et le vétéran lui fauche les jambes, le faisant tomber la tête. La première Ash roule sur le côté et essaie de retrouver son équilibre. Mais il trouve son adversaire juste à côté de lui. Un puissant coup de poing s'enfonce dans son ventre sans défense et l'impact le fait vomir partout sur le sol. Cependant, Igor était loin d'en avoir fini et sourit en disant à son adversaire de serrer les dents. Le novice s'exécute déjà, les larmes aux yeux à cause de la douleur. Un autre coup de poing arrive, cette fois sur le côté de sa tête. Le pauvre jeune homme titube, perdant l'équilibre et s'accrochant à peine à sa conscience. Dès que son corps heurte la barrière, Igor continue de déchaîner une rafale de coups, se protégeant toujours avec ses bras levés. Ash se demande quand le transfert d'expérience va s'activer. Alors que la douleur s'accumule, il appelle la Vierge à l'épée, la suppliant quasiment de prendre le relais. Elle lui dit nonchalamment de riposter car l'expérience se transfère plus vite plus il se fait frapper. La Vierge à l'épée fait comme si elle s'en fichait, mais le regarde d'un œil attentif. Il a l'air pathétique. Mais il continue de repousser ses limites et refuse d'abandonner. En fait, elle ne peut s'empêcher de penser que même sans le manuel du sorcier, il est fort au plus profond de lui-même comme elle s'y attendait. Il est vraiment l'observateur final, animé par sa ténacité d'esclave d'entreprise. Ash se concentre sur une contre-attaque, il serre les dents et lance son poing en avant. Mais le coup de poing mou et fragile est facilement esquivé. Trouvant sa mignon, Igor le frappe au visage sans le moindre effort. Cet échange se poursuit pendant quelques séquences. Et la foule l'acclame en voyant ses coups signature, où l'ennemi s'écrase naturellement sur ses poings. Tiger et Lang doivent reconnaître sa force mais esquivent vaguement la question de savoir qui gagnerait à ce stade. Ash était roué de coups comme un fruit meurtri. Igor lui demande s'il sait comment il a gagné tous ces matchs. Bien qu'étant physiquement faible, c'est vrai que rien en lui n'était particulièrement spécial. Ils sont tous les deux des faiblards. Mais la différence, c'est que les gens comme le jeune homme sont du bétail tandis qu'Igor est un maître qui les dépaisse et les massacre. Des races au corps plus puissants sont toutes tombées devant lui, déjà vaincues au moment même où elles entraient sur le ring. En regardant Ash se lancer dans une tentative désespérée de gagner, il sait déjà ce que le faible garçon va faire. Il lit ses mouvements comme dans un livre ouvert et contre-attaque. Chaque pensée du garçon afflue dans son esprit et est claire comme le jour à ses yeux. Tel un agneau prêt à être rôti, il ne restait plus qu'à dévorer ses pathétiques adversaires. Avec un sourire confiant, Igor esquive à nouveau et abat son coude pour l'éliminer. À sa grande surprise, Ash esquive parfaitement et tente de riposter. Le vétéran a immédiatement sauté en arrière.
sentant le danger qui était totalement inattendu. C'était un signe indéniablement mauvais. S'amuser n'était plus une option, alors il doit le mettre KO maintenant. Pendant ce temps, la foule devenait folle et s'excitait, disant même au vétéran blond d'apporter quelque chose pour découper ses ennemis la prochaine fois. Cela dit, Lang note que ce ne sera pas aussi facile qu'il le pense. En regardant de nouveau vers l'arène, ils ont remarqué qu'Igor, qui plaçait chaque coup plus tôt, manquait maintenant de plus en plus de coups. Il y avait enfin du spectacle. Et certains pensent qu'Ash faisait semblant d'être faible depuis le début. Tiger réfute cela, disant que le garçon était vraiment faible il y a quelques instants à peine, son corps n'a pas été endurci par de vrais combats. Et Lang le sait car c'est lui qui l'a amené en seulement quelques minutes. Il a déjà développé des instincts de combat affûtés, la mauvaise personne au mauvais endroit éveillant le mauvais talent. Il avait honte, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour la première fois depuis le début, le chef de la secte poussait la belle bête sur la défensive. La Vierge à l'épée sourit, sachant que c'était fini, chaque ère a son propre thème. Et à cette époque, les gens ne conquièrent plus de nouvelles terres. Au lieu de cela, le thème de cette époque était la domination sophistiquée dans un monde où la classe sociale est déterminée dès la naissance. Les sorciers psychiques sont essentiellement des superprédateurs. Même les clans dirigeants les craignent et la connaissance de leur pouvoir est cachée aux classes inférieures. Cependant, Igor a réuni les conditions parfaites par chance. Et il a appris par lui-même à devenir un sorcier psychique. En plus de cela, il possédait déjà la magie de base du contrat spirituel. Et il faisait de sa parole la loi. Tant que certaines conditions sont remplies, sa capacité serait imparable. Il sera un roi partout où il y a des règles et la prison ne fait pas exception. Avec ce pouvoir, il a dominé tous ceux qui l'entouraient, et même après avoir perdu contre lui dans un combat à mort, ils accepteront un autre combat jusqu'à ce que leurs points soient épuisés. Mais maintenant, le jeune homme en face de lui a changé. D'un animal silencieux et docile attendant d'être abattu, il s'est transformé en un animal plus bruyant attendant toujours d'être abattu. Avec un sourire, Igor admet qu'il l'a sous-estimé. Sa vitesse d'apprentissage lui donne le potentiel de devenir plus. Mais sa force physique pure est nulle. Après ce match, il n'a aucune intention de se battre à nouveau avec lui et Ash ne peut pas non plus le défier. Connaître les règles et les utiliser pour dominer, voilà ce qu'est le vrai pouvoir. Telle est la différence avec le dominateur. Et le dominé, ne se souciant pas de ses paroles, Ash lui dit de ne pas cacher son visage. Igor est pris au dépourvu par cette déclaration inattendue. Et il se fait dire sans embâche que son visage est parfait à regarder. Pendant longtemps, cette seule pensée consume son esprit, et comme c'était la première fois qu'il recevait un compliment aussi sincère, il a inconsciemment baissé les mains. Un coup de poing violent atterrit en plein sur son menton. Il est tombé à plat sur le sol et comme ça le match était terminé. Ash est déclaré vainqueur, mais avec l'adrénaline qui a quitté son corps, l'épuisement prend le dessus et il tombe aussi. Son premier aperçu du combat était douloureux et insupportable. Il comprend enfin l'intérêt du combat à mort qui transforme les prisonniers en source de divertissement sans âme. Pour les riches, ils sont tous piégés et condamnés à mourir. Soit par le jugement, soit par le combat à mort. Son moi rationnel a soudainement surgi, disant que c'est logique pour les gens qui ont enfreint la loi. S'il n'était pas là lui-même, il applaudirait probablement le système même dans lequel il est coincé, tout en conversant avec lui-même. Il se rend compte que la douleur dans son corps a disparu. À ce moment-là, une voix lui dit d'aller dîner s'il est réveillé et guéri. Ash ouvre les yeux, mais il s'écarquille de choc. Car la personne devant lui portait la tenue d'un médecin de la peste. Le docteur est inquiet à cause de sa réaction. Mais il est sûr qu'on l'a bien traité après s'être assuré qu'il s'agit bien d'un simple guérisseur. Le garçon demande de la chirurgie plastique pour le rendre beau. C'était juste une conversation amicale et absurde. Mais à sa grande surprise, le docteur propose avec enthousiasme un tas d'options pour son désir. Terrifié par cette réaction fervente, Ash refuse en disant qu'il n'a pas d'argent. Mais on lui dit qu'on le veut lui pas son argent. Un silence gênant s'installe à cause de cette confession. Il joue le jeu en disant qu'ils ne se connaissent pas si bien que ça. Pourtant, la personne masquée clarifie qu'on veut le corps du garçon pour l'opérer. En fait, on est même prêt à payer pour le droit d'opérer. On essaie de le convaincre et on énumère à quel point il est chanceux d'avoir quelqu'un avec des qualifications incroyables qui s'occupe de lui gratuitement. Cela dit, il est bien conscient que la plupart des choses gratuites ont un prix élevé. Finalement, cela pousse le docteur à admettre que ces opérations comportent un risque infime. Cela semblerait inoffensif pour une personne naïve. Mais Ash connaît les dangers d'une telle formulation. Par conséquent, il demande au guérisseur d'être précis sur les risques. Là-bas, la médecine est développée à partir des esprits et ils peuvent tout faire tant qu'un corps contient de l'humidité. La plus couramment utilisée pour la guérison est l'hydrothérapie. Mais elle a beaucoup de défauts, y compris des erreurs et des repousses. Cependant, cet esprit peut évoluer avec la pratique. Et il deviendra plus efficace avec le temps.
La prison est le meilleur endroit pour évoluer en tant que docteur. Car des détenus frôlent la mort chaque jour, et encore une fois, les prisonniers sont utilisés comme des ressources. Cette fois-ci pour former les guérisseurs. Cela dit, le traitement en lui-même ne coûte aucun point de contribution, donc ce n'est pas encore de l'exploitation maximale. H gronde alors le guérisseur de porter une tenue aussi sinistre. Mais en réalité, elle sert de protection qui dissuade les patients choqués d'attaquer le docteur en cas d'erreur, bien qu'elle soit censée améliorer les relations patient-docteur. La mesure indique une forte probabilité que les opérations tournent mal. Frustré, le jeune homme gronde le docteur et lance des accusations blessantes. Il est blessé par ces mots mais explique docilement que ce n'était pas de sa faute. Des larmes coulent alors qu'il essaie de s'expliquer. H lui demande s'il est conscient de son plus grand défaut, sa façon de parler n'est pas assez forte. Ni ferme, ni assurée. À cause de ce manque de confiance, tous les effets secondaires ressentis par le patient se retourneront contre lui. Il dit passionnément au docteur de dire les choses avec plus d'assurance. Même quand il ne peut pas guérir la personne. Ce n'est que la première étape, et il doit aussi réprimander les mauvais patients qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Comme personne n'est parfait, il est sûr de trouver un angle d'attaque pour rabaisser le patient. Une fois ces deux choses faites, l'autorité peut être établie. Et il peut présenter son traitement comme un privilège. Cet idéal est basé sur ses années d'expérience. Désormais, il n'y a qu'une seule chose à faire. Quelle que soit l'opération, le docteur doit insister sur le fait qu'il a fait de son mieux. Encouragé, il se met à crier et à répéter cette idée. H est satisfait. Et il est certain que le docteur apprendra le reste par lui-même. C'est une mauvaise technique en entreprise. Mais cela pourrait aider la carrière de son guérisseur. Juste à ce moment-là, le docteur l'interpelle, lui demandant s'il ne veut vraiment pas de chirurgie plastique et ajoutant même que c'est impoli de se promener avec un tel visage. H ne sait pas s'il doit se sentir fier. Car son élève appliquait déjà sa leçon. Il se détourne et sourit, insistant sur le fait que son visage n'est probablement pas aussi terrible que ceux des masqués. Frustré, il proteste et affirme qu'ils ne sont pas laids, suscitant la curiosité sur leur apparence. Pendant un instant, on aurait dit qu'ils allaient enlever leur masque. Mais ils ont soudainement tendu à H une plaque avec le numéro 222, on lui a dit de la garder sur lui en tout temps pour que tout le monde sache qui est son médecin. Cela pousse à nouveau le jeune homme à s'interroger sur l'identité du médecin, mais ils évitent la question et se contentent de répéter l'instruction. D'emporter la plaque partout, sur ce, le patient est repoussé et on lui dit d'aller dîner avant que la cafétéria ne ferme. Avant de s'éloigner complètement, H se retourne et demande au guérisseur de lui couper une pomme. La prochaine fois qu'il viendra, et c'est ainsi qu'ils acceptent de prendre un repas ensemble bientôt, en réalité, c'est une astuce destinée à se rapprocher des autres. En demandant de petites faveurs insignifiantes. Il utilisait cela pour obtenir des bonus et des récompenses supplémentaires dans sa vie antérieure. Un autre médecin est apparu de derrière les rideaux et a demandé à 222 pourquoi ils étaient encore là. Comprenant la situation, le supérieur demande si le subordonné a discuté avec le patient. C'est contre les règles car l'Association des droits de l'homme ne doit jamais être au courant de leurs activités. Sur ce, 222 s'enfuit, se rappelant qu'ils ne seraient même pas là sans leur superviseur. Il semble que le supérieur établissait son autorité. Et les remettait à leur place, il est vrai qu'ils sont là grâce à des relations. Et ce point peut toujours être utilisé comme une critique. Ils se souviennent soudainement d'H, dont la guérison est meilleure que celle des autres. Pris d'euphorie à cette pensée, ils espèrent qu'il se fera à nouveau tabasser plus tôt. Après tant de difficultés, H pensait être dans un endroit plus sûr, mais il semble que rien n'a changé du tout, il a gagné 45 points lors du match. Mais il doit tout de même subir un jugement dans quelques jours, peu importe leurs points, tous les prisonniers sont tenus d'assister à leur premier jugement, honnêtement, les chances de survie ne sont pas si mauvaises. Mais en tant que chef du culte des piliers, il est destiné à être une cible principale pendant l'événement. Puisque le jeune homme n'a pas l'intention de renoncer à sa vie si facilement. Lang dit que quelqu'un veut se battre contre lui et demande s'il accepterait le défi, c'est la vraie raison pour laquelle il attendait le garçon à la cafétéria, l'adversaire va parier 36 points. Et il est rare que de telles personnes affrontent des débutants, son nom est Varka. Mais il n'a jamais entendu parler de lui auparavant, à ce moment-là, Lang prononce un nom, H le silencieux, il penche la tête, perplexe. Et le vétéran a observé sa réaction,
il balaie ça d'un revers de la main en disant qu'il a juste pensé à quelqu'un qu'il connaissait. Passant à autre chose, il discute de l'arme de son nouvel ennemi, qui est une simple épée. La mention de la lame le fait regarder la Vierge à l'épée, bien que pas aux bons endroits, elle remarque qu'il jette un coup d'œil. Et lui dit de dire tout haut ce qu'il pense. Ash se demande s'il peut la toucher de la même manière qu'elle peut le toucher, n'ayant pas la patience de jouer avec lui. Elle influence ses prochains mots, il dit à Lang de dire à Varka de bien nettoyer son cou. Et de l'attendre demain. Sur ce, les deux prisonniers se séparent. Lang se dirigeant vers son petit ami. C'est étrange car il se dirige en fait vers l'arène du match à mort et non vers une chambre de couple. Détournant son attention, la maîtresse de l'épée lui fait signe et lui dit de se rendre dans sa chambre. Après tout, ils seront occupés à explorer un monde qu'il n'a jamais connu. Bien qu'offensé par ce qu'elle sous-entend, il rougit et court joyeusement vers elle. Pendant ce temps, dans l'arène du match à mort, il y avait une scène horrible. Lang dit qu'Ash a accepté le défi non pas pour le nom mais parce qu'il veut un combat à l'épée. Varku promet de le lui rendre un de ces jours. Mais le prisonnier chauve dit qu'il peut le faire maintenant en expliquant son intérêt soudain pour le garçon. Et qui est silent, l'homme ne voit pas d'inconvénient à le lui dire mais il doit être préparé au poids de la connaissance. Lang continue de déchiqueter un combattant d'arène mort. Et dit qu'il préférerait rester à l'écart des gros bonnets tout en mâchant la chair. Il dit qu'Ash ressemble plus à un garçon innocent qu'au chef d'une secte. Varka dit que quiconque met les pieds dans la prison est bien loin du mot innocent. Dans le couloir sombre, Varka déclare qu'Ash a déjà accepté son défi de match à mort. Un garde lui rappelle de détruire le garçon. Au point qu'un guérisseur à deux ailes ne puisse pas le sauver tant qu'il mourra demain. Le prisonnier elfe sera libéré des griffes de la prison. Cependant, lui et un enfant dont il s'occupe ne peuvent pas rester en ville selon Silan, qui affirme n'avoir aucun intérêt non plus à respirer le même air que cet homme. Il est poussé en avant. Alors que le garde le traite à nouveau comme un criminel, le condamné à mort elfe est réprimandé pour s'accrocher à son arrogance. Et pour agir comme un noble. Pendant ce temps, Ash n'était absolument pas au courant de cela et discutait avec la maîtresse de l'épée. Elle dit qu'il y a deux nouvelles. La bonne étant un logement fourni par le gouvernement à vie. La mauvaise nouvelle est que sa tête pourrait être tranchée à tout moment. Même quelqu'un d'aussi fort que Tiger est impuissant. À cause de la puce dans son cou, même s'il s'échappe de la prison. La puce le rattrapera et pourra lui faire tout ce qu'elle veut. Malheureusement, il ne peut pas l'extraire car elle a déjà fusionné avec sa moelle osseuse. Avec cela en tête, il se demande s'il existe un moyen de l'enlever par la sorcellerie. Souriant d'un air sinistre, elle dit qu'il y en a plein. Celui qu'il a le plus de chances d'obtenir est un certain miracle de magie de l'épée. C'est une compétence défensive destinée à purger les états anormaux et qui peut effacer la puce de son corps instantanément. Pour lancer des miracles, il a d'abord besoin d'esprits magiques et il a 4 façons de les obtenir. La première est d'entrer en résonance avec le monde des arcanes naturellement. Mais la puce l'en empêchera. La deuxième est de commercer avec les autres. Mais il n'a rien à offrir aux autres. La troisième est de tuer un propriétaire et de prendre l'esprit de force, mais ce n'est évidemment pas une option. La dernière est sa seule option. Est de chasser directement un esprit sauvage dans le royaume des arcanes. Le seul moyen d'y entrer est de déclencher et d'exploiter un esprit magique. Et de permettre à sa conscience de s'y glisser. En d'autres termes, il a besoin d'un esprit pour entrer dans le royaume. Mais il va dans le royaume parce qu'il n'a pas d'esprit. C'est comme un jeune diplômé qui réalise que tous les postes de débutant exigent 3 ans d'expérience alors qu'il était sur le point de sombrer dans le désespoir. La demoiselle à l'épée dit qu'il n'a pas besoin d'utiliser son propre esprit pour cette méthode. Il se retourne plein d'espoir et elle lui rappelle qu'elle possède déjà l'esprit de l'épée lui permettant d'entrer dans le royaume. Puisqu'ils sont liés par le manuel, elle peut l'emmener avec elle sans aucun problème. Confus, il vérifie précipitamment le manuel pour voir s'il existe vraiment une telle fonctionnalité. À sa grande surprise, il y a vraiment un module de fonction supplémentaire. Il clique sur les cases appropriées et confirme qu'il est prêt. Rien ne se passe pendant un moment et il remarque la demoiselle à l'épée assise avec un sourire. Il lui dit de se dépêcher et d'accepter. Elle sort donc pour se préparer pendant qu'il attend encore plus longtemps. La demoiselle à l'épée se moque de lui en disant qu'il ne comprendrait tout simplement pas ce qu'elle doit préparer. Sur ce, elle disparaît et le laisse tout seul dans sa chambre. Ash s'affale sur son lit complètement épuisé par la journée harassante qu'il a dû endurer. Pendant ce temps, à Stellari, qui a 3 heures de décalage avec la prison, se trouvait le dortoir des filles. Le vrai corps de Sonia revenait tout juste de son entraînement avec Ingrid. Sa journée était remplie de cours avancés, de séances d'entraînement et d'entraînement à la magie de l'épée la nuit pour maîtriser la magie de l'épée des vagues. Elle est personnellement entraînée par le professeur Tello, un saint de l'épée qui pourrait bientôt obtenir 4 ailes. Elle propose de recommander Ingrid également. Mais elle veut obtenir ses succès par elle-même. Cela dit, Sonia n'aurait pas su comment refuser le défi de Félix si ce n'était pas pour elle.
Le professeur l'a inscrite au tournoi de l'Université de la Vérité et utilisera même leurs installations. Cette nouvelle attire l'attention d'Adèle. Et elle demande à être présentée à de beaux étudiants, interpellant Louis qui était resté silencieux et tendu tout ce temps. Sonia dit qu'elle n'oublierait jamais ses colocataires. Les provocations constantes font trembler la fille. Alors qu'elle serre fort son livre, il était évident qu'elle approchait de sa limite. Et qu'elle était sur le point d'exploser. À leur grande surprise, elle se calme et retrouve son sang-froid après un moment, mécontente de la réaction. La demoiselle à l'épée part pour se rendre à la salle de médiation. Ses colocataires sont laissés derrière. Et Adèle se tourne vers Loi avec un regard inquiet. Elle essaie de la consoler en disant qu'il n'y a pas besoin de supporter une péquenaude arrogante. Cependant, la fille était assez intelligente pour reconnaître sa défaite. Cette fois, Sonia a déjà atteint un niveau qu'elle se doit d'admirer. Mais elle refuse de laisser les choses continuer ainsi et de baisser la tête après l'obtention de son diplôme. Ne sachant pas comment gérer la situation pour le moment, Adèle recule avec une expression inquiète. Mais décide de donner un peu d'espace à son amie. Pendant ce temps, Sonia est arrivée dans la salle de médiation qui est spécialement conçue pour les étudiants explorant le royaume des arcanes. Avec son identité et son accès vérifié. On lui ordonne de marcher directement dans le mur. Elle fait ce qu'on lui dit et traverse sans problème. À l'intérieur du bâtiment, un miracle accélère les pensées de tous ceux qui s'y trouvent. L'observateur a en fait été avec elle tout ce temps. Comme il est encore avec elle tard dans la nuit, il essaie de lui facturer des heures supplémentaires. Mais comme elle est fauchée, il la fait payer en la transformant en son employée. Elle n'est pas encore diplômée de l'académie, donc en tant que stagiaire elle ne recevra aucun salaire. Cela dit, il a manifestement mis beaucoup d'efforts à la former dans l'intention d'en récolter davantage. Prenant soudain un ton sérieux. Il dit que tout ce qu'elle a à faire c'est de rester en vie. Il rit en disant que c'est une blague. Et il admet qu'il est actuellement trop faible pour entrer seul dans le royaume des arcanes. Par conséquent, il a besoin qu'elle l'accompagne. Sonia passe par une porte verrouillée. Et se retrouve dans une plaine sereine sous un ciel nocturne étoilé. S'asseyant sur l'herbe, elle invoque l'esprit de l'épée et ferme les yeux. Ce lien permet aux portes de s'ouvrir. Et elle tombe immédiatement dans le monde des arcanes. Inquiète, elle tend la main et appelle l'observateur, mais il lui assure qu'il est juste à ses côtés. Après tout, un destin sacré les lie. Se retrouvant sur un bateau, elle est surprise de voir la forme matérielle de l'observateur. Mais il est tout aussi surpris de voir la sienne. Les deux entrent dans le royaume des esprits pour la première fois. Et ils flottent sur la mer de la connaissance. Tandis qu'Ash était ravi car il portait les vêtements de son personnage, Sonia expliquait que le premier arrêt pour tout le monde dans le royaume des arcanes. Et s'est étendu d'eau. Cela dit, elle n'avait aucune idée de pourquoi il y avait un bateau car leur leçon disait que les gens arrivent nus. Par là, elle veut dire qu'il ne devrait y avoir aucune aide extérieure. Elle a même entendu dire que les gens trempent dans l'eau. Et n'ont d'autre choix que de nager. Ash explique alors avec confiance que son âme a été divisée en deux. Une partie bateau et une autre corps humain. Interrogé sur la façon dont il peut le prouver, il lui dit de s'éloigner du bateau à la nage. Et dit qu'elle ne pourra pas car elle est liée. Elle fait ce qu'on lui dit et revient un peu plus tard réfutant complètement ses affirmations. L'erreur de l'observateur la fait sourire en coin. Mais ses intentions deviennent claires lorsqu'elle le voit fixer son corps trempé, bien qu'il ait prétendu que c'était un test. La ruse lui vaut un coup de poing sur la tête. Il minimise la présence du bateau. Mais Sonia soutient que c'est très important car la noyade est la façon la plus courante pour les sorciers de mourir. Dans la croissance d'un sorcier, le royaume des arcanes est la partie la plus importante. Et beaucoup passent leur vie à l'explorer. Cependant, cette entreprise amène de nombreuses âmes avides à être dévorées par la mer. Mourir là-bas prendrait 3 jours pour récupérer mentalement dans le monde réel. L'âme subit un lourd traumatisme. Et plus on est fort, plus les dégâts sont importants. Les nouveaux sorciers n'ont besoin que de 3 jours, ceux de rang argent au moins 15 et ceux de rang or des mois. Pendant ce temps, les sorciers de rang sanctuaire et légendaire prennent des années. Si l'on ne peut pas explorer le royaume, leur croissance diminue de 90%, donc il y a différentes approches. Certains sont conservateurs et progressent régulièrement. D'un autre côté, il y a aussi ceux qui risquent tout pour devenir des sommités. Bien sûr, perdre transformerait quelqu'un en une épave permanente avec ça. Il devient immensément clair qu'avoir un bateau s'apparente à de la triche. Ayant une idée, il se demande si c'est lié au manuel du sorcier. Tout le reste est désactivé, mais il semble qu'il ait le pouvoir de conduire le bateau. Une fenêtre est même assez gentille pour lui donner un tutoriel pour débutants.
Cependant il est interrompu car le véhicule a soudainement tremblé. Voyant Sonia pagayer avec ses bras, il lui dit de le laisser s'en occuper. Elle est surprise, ne s'attendant pas à ce qu'ils connaissent vraiment bien le royaume. Alors que l'observateur demande un peu de temps pour lire le tutoriel. Elle soupire de déception, pensant que c'est une blague. Après tout, même Tello n'avait aucun guide d'exploration pour cet endroit. Dans l'Arcane, ils sont tous aussi ignorants et en quête de savoir. Mais une chose à retenir est de ne jamais rester trop longtemps au même endroit. Quand les gens le font, leur corps réel pense qu'ils sont vraiment morts, ce qui provoque l'arrêt de leur cœur. Il est surpris qu'elle ait si peur de la mort et s'attendait à ce qu'elle recherche le frisson de manière imprudente. Sonia était vraiment comme ça avant, à l'époque où elle n'avait encore rien à perdre. Maintenant, c'est un prodige qui a la garantie d'atteindre le statut or en 20 ans, et possiblement le sanctuaire en 40. L'or la transformerait essentiellement en membre de la noblesse. Tandis que le sanctuaire pourrait l'aider à ébranler le monde, elle préfère jouer la carte de la sécurité. Elle pagaie vers la brume blanche et peu profonde réputée pour porter chance. Juste à ce moment-là, le bateau a accéléré et a fait un demi-tour rapide, obéissant complètement à la volonté d'Ash qui avait un visage impassible. Il révèle que c'est lui qui a apporté le véhicule. Et qu'il vient d'apprendre qu'il peut le contrôler, avant qu'elle ne puisse argumenter davantage. La brume a scintillé en touchant son corps. Les yeux clairs, elle voit des techniques d'épée dans son esprit. C'était de la pure magie de l'épée qui affluait dans son corps alors qu'ils avançaient à vive allure, tant que l'on se déplace dans ce royaume. Les sorciers peuvent automatiquement absorber la connaissance. De plus, elle peut se condenser en pouvoir magique d'argent. Formant le symbole de la force d'un sorcier à une aile, une plume est apparue sur son dos, et tandis qu'elle s'imprégnait de cet afflux de savoir et de puissance. Ash fixait la carte holographique comme un cancre qui triche. Là, il voit un écran montrant où il se trouve. Et des parties du royaume avec des descriptions. Certaines n'indiquent rien de précieux tandis que d'autres avertissent d'un danger. Heureusement, il y a aussi un endroit qui leur conseille clairement de s'y rendre. Ils dirigent le bateau dans cette direction et dès qu'ils entrent dans la zone, Sonia aperçoit une petite île cachée dans le brouillard. Ses yeux s'écarquillent de surprise en reconnaissant l'endroit où l'observateur l'avait testé dans un rêve. Par méprise, elle pense qu'il doit faire tout ça exprès. Et le qualifie d'expert mystérieux. Elle s'éloigne dès qu'ils accostent, et il remarque que le brouillard se dissipe immédiatement. Devant eux se tenait un homme armé disant que le pistolet est rapide au-delà de 7 pas. À moins de 7 pas, le pistolet est rapide et précis, il les met en joue dès qu'ils entrent dans sa portée. Ignorant complètement la supplique d'Ash qui voulait d'abord discuter. La poudre explose et il esquive de justesse pour éviter un tir direct, mais sa jambe est touchée par la balle. Mais les dégâts n'étaient pas si graves, en y regardant de plus près, il remarque que sa forme et ses couleurs s'estompent. Et il se rend compte qu'être touché draine l'énergie de l'âme de son vrai corps alors qu'il tentait encore de comprendre ce qui se passait. Sonia fonça en avant, l'homme les visa, prêt à tirer une autre balle, mais alors qu'il pressait la détente avec un cri déterminé, la jeune épéiste invoqua l'esprit magique de l'épée des vagues. Et abattit sa lame. Le coup trancha la balle et déséquilibra l'ennemi. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Ash enchaîne et la grippe pour l'immobiliser, ce qui lui laisse le champ libre pour foncer. Et lui transperce la tête de son âme avec sa lame. Le tireur disparaît dans un nuage de fumée et les deux soupirent de soulagement en remportant cette bataille inattendue. Ils commençaient à se disputer. Quand ils remarquèrent un objet apparaître là où se trouvait l'ennemi. Bien qu'il soit confus, Sonia sait instantanément de quoi il s'agit. C'est une île héritage du royaume. Et le livre est le manuel du sorcier pistolero. Il est choqué, ne s'attendant pas à tomber sur un autre manuel si facilement. Diverses créatures, petites, rapides et agiles, sont toutes touchées avec précision par la flèche d'un garçon. Rentrant chez lui en courant avec son père après une chasse fructueuse. Il portait joyeusement son butin. C'est alors qu'il voit la poitrine d'un villageois exploser. Au loin, une horde de monstres approchait. En plus de leur armure, un ORC portait l'arme encore fumante qui avait tué le villageois. Le garçon et son père bandèrent leurs arcs et tirèrent pour riposter, mais leurs faibles flèches rebondirent simplement sur l'armure métallique de l'ennemi. Sans aucun moyen de se défendre contre eux, les monstres firent des ravages. Tirant sur tout le monde au village et en prenant complètement le contrôle, le père réussit à emporter le garçon au loin, en sécurité. Mais dès qu'il sentit un semblant de sécurité, ses genoux cédèrent et il tomba au sol, sans vie. Le garçon regarda son père rendre son dernier souffle, rempli de colère et de haine. Il mit le chapeau tombé et, les larmes aux yeux, attendit une cible.
Un ORC armé marchait dans les hautes herbes mais mourut rapidement, une flèche lui ayant traversé la tête. Le garçon prit alors l'arme à feu du monstre mort et commença à se venger. Quelques ennemis non méfiants sont tués au début, mais même lorsqu'ils commencèrent à s'attendre à sa présence. Les stupides monstres ne faisaient pas le poids face à un tireur d'élite entraîné. Même en utilisant une arme qui ne lui était pas familière, il les abattit un par un, en esquivant leurs attaques. Et les forçant à tomber dans les pièges qu'il avait tendus. D'abord, il élimine complètement la horde qui a attaqué son village. Et bientôt, il empila les cadavres de nombreux autres. Les années passent et il a vieilli. Mais sa mission reste la même. À un moment donné, il trouve un prospectus de recrutement pour les unités d'éradication des orques. Et il rejoint leur brigade. C'est ainsi qu'il passe des décennies à tirer et à tuer la race qui lui a enlevé sa famille. Récompensé d'une médaille d'honneur, il finit par prendre sa retraite. Et s'assit sur un rocking chair avec son fusil, surveillant la terre qu'il avait libérée. Prenant une gorgée de son alcool, il abat un loup enragé. Une autre gorgée et cette fois, c'est un humain qui tombe. Puis un autre, et encore un autre. Au bout d'un moment, il entra dans sa maison, son arme fumante à la main, et pointa le canon sur sa bien-aimée. Elle le regarda avec des yeux profonds et tristes, mais ils s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il tomba au sol, succombant finalement à la mort. H regarde le propriétaire du manuel. Tandis que Sonia est simplement surprise qu'il ait tout fini. Sur la dernière page se trouvait la médaille qu'il avait gagnée, et de celle-ci, un esprit bleu émergea. C'est l'esprit de tir rapide capable de tirer 2 coups consécutivement avec une portée et une précision accrue. Son écran expliquait tout. Et il y avait même une fenêtre pop-up indiquant qu'une recharge de monnaie était disponible. On lui a demandé s'il voulait échanger contre des points et ses yeux se sont mis à briller d'excitation. Réalisant le potentiel qu'il tenait entre ses mains avec cet esprit magique tant convoité, il a soudainement repris ses esprits. Et a demandé nerveusement à la demoiselle à l'épée si elle le voulait. Ce n'est ni un esprit général ni un esprit d'épée. Donc le prendre ne ferait que lui faire gaspiller son argent. Il est perplexe ne sachant pas ce que l'argent a à voir là-dedans. Elle se demande s'il se moque de sa pauvreté. Car comment pourrait-il ignorer des connaissances de base à moins d'être un riche qui ne s'est jamais soucié de nourrir les esprits magiques jouant le jeu. Elle lui explique que les esprits doivent être nourris avec des pièces. Et la quantité dépend de la qualité de l'esprit. S'ils ne sont pas nourris, ils peuvent littéralement mourir de faim et disparaître. Ils peuvent manger d'autres matériaux. Mais c'est extrêmement fastidieux et utiliser de la monnaie est bien plus pratique. De plus, sa simple existence consomme constamment l'énergie mentale d'un sorcier. Il comprend qu'à cet égard la qualité est bien meilleure que la quantité. Les esprits sont divisés en factions pistolets. Épées masochistes et poings, toutes avec leurs propres exigences. Ceux qui n'ont pas d'exigences strictes sont appelés esprits généraux. Et presque tout le monde peut les utiliser. La collection d'un sorcier est généralement composée d'esprits spécialisés et généraux. Cela dit, elle n'est pas intéressée par un esprit démodé qui ne peut même pas s'échanger contre grand-chose. À l'école, le tir rapide est apparu il y a 100 ans. Et les pistolets plus récents tirent cette balle en une seconde ayant obtenu la permission de le prendre. Il échange le métal qui disparaît rapidement de son bras. Il regarde son écran mental avec expectative. Et voit qu'il a gagné 10 points. Cependant, ce n'était pas assez pour un tirage. Et la conversion nécessitera un autre esprit d'aile pour un tirage. Les esprits détiennent des pouvoirs extraordinaires. Mais le prix est dérisoire comme un salaire minimum. Il se souvient alors du carnet dans ses mains. C'est un manuel de sorcier qui résume en gros la vie de son utilisateur comme un journal intime. Quand il meurt, leur âme retourne automatiquement au royaume des arcanes en tant que projection. Et les souvenirs de leur vie sont condensés en un seul livre. Il peut être absorbé comme un métal et accordera une compétence aléatoire de son ancien propriétaire. Puisqu'il a pris l'esprit, il lui offre le livre mais elle refuse car de tels textes ont une nature corruptrice. Et on ne peut lire que les manuels qui correspondent à sa propre vision du monde si la lecture ne provoque aucune gêne. Alors il est assez sûr de l'absorber. Les sorciers ordinaires ont de la chance d'absorber 2 des 10 manuels qu'ils trouvent, mais comment peut-il le faire immédiatement?